Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Audrey Hénoc, bonjour. Bonjour. Vous êtes la première adjointe de la ville de Lyon, adjointe aux finances, adjointe à la culture. On est venu pour parler de finances aujourd'hui, dans une situation difficile. La ville de Lyon doit trouver 25 millions d'euros, c'est cela que vous demande le gouvernement pour équilibrer son budget, si je résume? Dans le projet actuel du gouvernement, le projet de loi de finances qui a été déposé initialement, en effet, l'État a l'intention de récupérer entre 5 et 10 milliards d'euros sur les collectivités locales. Il a évoqué 5 milliards, mais en réalité, on sait que c'est plutôt 10, voire même 11 milliards si on rajoute toutes les mesures. Et pour la ville de Lyon, ça générerait une baisse de recettes ou des charges supplémentaires qui totalisent 25 millions d'euros pour 2025. Ah oui, c'est différents logiciels qui sont appliqués, c'est-à-dire qu'il y a des taxes qui vont être changées, mais il y a pour la première fois aussi un prélèvement sur les recettes des collectivités locales. En effet, le gouvernement a sorti du chapeau une mesure inédite qui est de ponctionner 2% des recettes des collectivités les plus importantes. Certaines collectivités ont parlé d'ailleurs de hold-up de l'État. En effet, c'est inédit, surtout après avoir baissé les impôts et donc de fait obliger les collectivités locales à augmenter la taxe foncière pour continuer à être équilibrées, à avoir les moyens d'agir. On a augmenté cette taxe foncière et maintenant l'État vient nous prendre 2% de nos recettes qui sont constituées en grande partie de la taxe foncière et puis également de ce que les citoyens payent par exemple pour les services publics, les recettes de mécénat, etc., etc. Vous êtes la première signataire d'une tribune signée par l'ensemble des élus écologistes des grandes agglomérations françaises. Ça faisait un sens d'avoir une mobilisation particulière des élus écologistes? Oui, tout à fait, parce que quels que soient les bords politiques, la plupart des élus locaux sont vraiment opposés à ces ponctions de l'État. Mais en plus, nous, les écologistes, on rappelle que ces ponctions ne sont pas nécessaires parce que l'État peut trouver les moyens d'assurer les services publics nationaux et de laisser les collectivités sans les ponctionner en trouvant d'autres recettes, en réaugmentant les recettes fiscales notamment, mais en se servant de ces recettes fiscales pour travailler sur la justice sociale, la question de taxer un peu plus le capital pour que le travail rapporte plus dans notre pays et aller en effet chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire les patrimoines les plus importants et la partie des gains des entreprises qui ne sont pas réinvestis dans notre économie. Et en quoi cette position elle serait différente d'une position des élus du nouveau Front populaire au sens plus large? La différence, c'est que, par exemple, les écologistes pensent que c'est une mauvaise idée d'avoir des revenus pour les collectivités locales qui sont appuyés sur la TVA, puisque l'idée, dans le long terme, c'est tout de même de moins consommer, en tout cas de ne pas appuyer ces perspectives de recettes sur l'espoir d'une plus grande consommation des Français et des Françaises. Vous seriez pour une plus grande autonomie des collectivités locales en matière d'impôts, avec la possibilité de pouvoir les augmenter au niveau local? Tout à fait, il faut que les collectivités locales puissent voter les taux concernant leurs impôts. Je pense que c'était vraiment une très grande erreur du gouvernement de supprimer la taxe d'habitation, puisque premièrement, elle donnait une recette importante pour les collectivités locales, et puis elle créait un lien entre les habitants, même quand ils ne sont pas propriétaires de leur logement, même quand ils ne payent pas la taxe foncière, un lien entre ces habitants locataires et la commune. Bon, maintenant que la taxe foncière a été supprimée, je pense que ce n'est pas possible de la remettre en place. Elle n'était pas très populaire, cette taxe foncière. Je pense que personne ne se demandait s'il était question de la supprimer avant que le président Macron en fasse une promesse, puis une réalité. En tout cas, maintenant qu'elle a été supprimée, c'est sûr qu'on ne peut pas la remettre en place telle qu'elle, puisque ça crée quand même un gain de pouvoir d'achat pour la population. C'est pour ça que moi, je plaide plutôt pour un impôt national, appuyé sur les plus grands revenus, comme je le disais, ou patrimoine, et puis également sur certains revenus des entreprises, par exemple la taxation sur les transactions financières. Et cette manne supplémentaire devrait revenir au moins en partie aux collectivités locales, puisque je rappelle que c'est les collectivités locales qui font près de 60% de l'investissement en France et qui assurent des services publics du quotidien. Vous rappelez d'ailleurs dans la tribune que les collectivités locales en France représentent 12% du PIB, alors que c'est
nettement inférieur du reste de l'Europe, qui est plutôt autour de 18%. Vous seriez pour que les collectivités locales gagnent de nouvelles compétences? Pas forcément qu'elles gagnent de nouvelles compétences, parce que l'État français a eu l'habitude de déléguer de plus en plus de compétences contraintes aux collectivités locales, sans d'ailleurs leur donner les moyens d'agir. Ça a été le cas, par exemple, pour toutes les aides sociales transférées aux départements, telles que le RSA, les aides pour les personnes âgées ou handicapées, par exemple, ce qui met au bout d'un moment les collectivités dans un effet ciseau. On a déjà beaucoup de compétences. Par contre, il faut qu'on puisse les assumer en autonomie. C'est plutôt ça la question. La ponction de l'État, elle serait justifiée par la nécessité de solidarité entre les collectivités locales, notamment les départements, des cités qui venaient récupérer de nouvelles compétences. Est-ce que ce n'est pas logique que les grandes collectivités aient à être solidaires? Il y a déjà de la péréquation qui se fait, il y a déjà des mécanismes de péréquation qui sont assez forts. Bon, après, c'est assez technique, mais la ville de Lyon contribue au fonds de péréquation au niveau de la métropole, de l'intercommunalité. Donc, il y a déjà ces mécanismes. Là, on est dans une période où les collectivités locales, et notamment les plus grandes, ont beaucoup de dépenses face à elles. Je rappelle que ce sont les plus grandes collectivités locales, dont les plus grandes villes, qui a 2/3 de la population en situation de pauvreté. C'est aussi elles qui vont devoir adapter leur ville au réchauffement climatique, qui en payent déjà les conséquences quand il y a des catastrophes météorologiques notamment. On a des enjeux très forts de services publics au moment où on subit aussi l'inflation et l'augmentation des charges. Donc, c'est pas logique que les villes, par exemple, pour rester à l'échelle de la commune, qui ont déjà toutes ces charges à assumer, aillent financer l'aide sociale dans les départements, alors que c'est vraiment le rôle de l'État et de la solidarité nationale. Vous êtes en train de travailler sur le budget de la ville de Lyon. Comment vous allez répercuter cette perte de ressources? Alors pour l'instant, on espère qu'il n'y aura pas cette perte de ressources, ou en tout cas qu'elle sera moins forte. C'est le travail des parlementaires qui se battent aujourd'hui pour amender le projet du gouvernement. Bon, c'est vrai que si le gouvernement nous impose son projet avec un 49.3, nous serons bien obligés de prendre en compte ces baisses de recettes. Donc malheureusement, ce sera à la fois des projets avec moins d'ampleur, peut-être des réductions d'horaires d'ouverture de services publics. On est dans les réflexions avec l'ensemble des adjoints en ce moment, donc je ne peux pas vous dire des pistes. Mais dans tous les cas, c'est négatif pour les Lyonnais et les Lyonnaises, parce qu'il n'y a pas de gras à la ville de Lyon, comme dans la plupart des collectivités aujourd'hui. Donc on sera obligé en effet de dégrader en partie le service public et également de toucher à la santé financière de la ville de Lyon. C'est-à-dire, on va avoir notre épargne brute qui va être plus faible et donc on va devoir plus s'endetter pour faire nos investissements. Donc au final, voilà, le paradoxe, c'est sans doute parce que les collectivités locales sont bien gérées que l'État va prendre l'argent là où il est, mais en même temps, ça va finalement augmenter l'endettement des collectivités, et y compris de la ville de Lyon. Vous êtes à la fois adjointe à la culture et adjointe aux finances publiques. Dans cette situation, vous allez préserver la culture ou vous allez lui demander un effort exemplaire? La culture, c'est comme les autres politiques publiques de la ville de Lyon, une politique essentielle pour les Lyonnais et les Lyonnaises, et on va travailler sur la culture comme sur les autres sujets, sport, éducation, personnes âgées, etc., pour voir comment on peut essayer de limiter certaines dépenses. Mais c'est vrai que ça va être difficile parce que les acteurs culturels, comme les acteurs associatifs de la petite enfance ou de l'éducation populaire, par exemple, font eux-mêmes face à des augmentations de coûts, de charges importants, alors qu'il y a une forte demande pour les services qu'ils rendent. Donc l'équation est difficile, je ne vous le cache pas. Il faudra demander un effort à tout le monde au final. Il n'y Oui, aura pas de secteur y préservé. compris la culture, évidemment. Un mot plus réjouissant, c'est la fête des Lumières. Vous avez présenté la semaine dernière. Pour les 25 ans, l'idée c'était de faire revivre des grands moments de la fête des Lumières qu'on a pu connaître. Tout à fait. Pour cette édition 2024, on va avoir 6 œuvres souvenirs, qui sont des œuvres qui ont déjà été produites depuis les années 2000, qui ont plu aux Lyonnais et Lyonnaises et qu'on va pouvoir réinstaller. Alors parfois pas tout à fait sur le même lieu que là où elles avaient été installées initialement.
mais je pense que ça va beaucoup plaire à ceux qui vont les retrouver de nouveau et qui vont pouvoir les faire partager à ceux qui n'étaient pas là lors de ces éditions, que ce soit leurs enfants, leurs proches. Donc ça va être une édition encore plus marquée par le partage, le vivre ensemble et la convivialité, je pense, que d'habitude. Vous avez un coup de cœur particulier? Moi, oui, j'ai un coup de cœur pour une œuvre qui est produite par Jérôme Donat, qui est à la fois artiste et agent de la ville de Lyon, comme quoi nos agents ont vraiment du talent. Et lui avait créé il y a 10 ans, pile, l'œuvre La Niakea, qui va refaire cette année sur la place Antonin-Poncé et qui est en plus inspirée des travaux d'une astrophysicienne lyonnaise, Hélène Courtois, qui a travaillé sur la question de l'horizon céleste. Et donc, on aura l'impression d'avoir plus de 1000 sphères lumineuses sur la place Antonin-Poncé, entre les sphères réelles qui seront installées et leurs reflets sur le sol, sur les façades. Ça va être magnifique. Audrey Enoch, je vous remercie. Merci. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.